Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Et dans le décryptage de l'actualité, on va s'intéresser au Burundi aujourd'hui. Le Burundi où la justice a rejeté le recours de l'opposition et proclamé Évariste Ndayishimiye président élu à l'issue de la dernière présidentielle. Nous voyons tout cela avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le recours du principal parti de l'opposition contre les résultats de la présidentielle du 20 mai a été rejeté par la Cour constitutionnelle du Burundi jeudi 4 juin. Elle a proclamé par conséquent élu le candidat du pouvoir Évariste Ndayishimiye. Le recours d'Agathon Rwasa, donc les recours d'Agathon Rwasa contre les résultats des élections présidentielles, législatives et communales sont nuls et de nul effet, a annoncé l'un des 7 juges de la Cour constitutionnelle, Mamadou Diouf. Il ne fallait pas s'attendre au contraire de ça. En tout cas, je ne vois pas du tout qui va être surpris du fait que la Cour constitutionnelle ait rejeté les recours du parti d'Agathon Rwasa, puisque avant la campagne, c'était un des problèmes. La Cour constitutionnelle, la commission électorale faisait partie des éléments qui étaient dénoncés en disant que tant que ces éléments restent comme ils sont, il sera difficile d'avoir un résultat qui va être fiable au niveau des élections. D'ailleurs, Agathon Rwasa, même en déposant les recours, avait dit il dépose les recours, mais il ne se fait aucune illusion sur le résultat qui sera donné aux recours qui ont été déposés. Donc, si celui-là même qui fait des réclamations sait à l'avance qu'est-ce qu'on va lui donner comme réponse, bien sûr, les analystes ne s'attendaient pas à autre chose. Au niveau de la Cour, elle a estimé que le CNL d'Agathon Rwasa n'avait pas apporté les preuves suffisantes à l'appui de son argumentation. Oui, il ne pouvait pas apporter les preuves, puisque c'est le même système qu'on voit partout. Quand on regarde les reproches qui ont été faits, quand on regarde les alertes qui ont été lancées pendant le scrutin, quand quelqu'un est observateur dans un bureau de vote, si on l'expulse du bureau de vote, comment il peut exercer son rôle? Quand quelqu'un est un représentant d'un parti qui doit être présent au dépouillement pour qu'on sache exactement qui a gagné, on le chasse. Cette personne va apporter quelles preuves? Parce que les preuves matérielles, il faut être dans les bureaux de vote, assister à ce qui se passe, aller chercher un huissier, parce que parfois les gens l'oublient, parce que pour certaines choses, il faut faire constater. Pour d'autres choses, il faut le mentionner sur le procès verbal. Mais quand on ne te laisse même pas être présent dans les bureaux de vote parce que tu déranges, il devient évident qu'en ce moment, quand va falloir montrer les preuves de ce qui a effectivement été vu, il va être extrêmement difficile de présenter les pièces devant une juridiction. Alors, dans ce cas, on ne peut pas accuser la Cour constitutionnelle de n'avoir pas dit le droit. Elle a simplement dit le droit puisque dans les recours déposés, elle a constaté qu'il n'y avait pas de pièces attestant des preuves de fraude. Oui, mais ce qu'on peut le reprocher, c'est que c'est comme du cinéma, puisqu'on connaissait déjà une telle chose. Et les gens également s'y attendaient, puisque le rôle de la Cour, c'était également de faire en sorte que les élections se passent normalement. Le rôle de la commission électorale, c'était de faire en sorte que les élections se passent normalement. Mais on ne les a pas vus jouer véritablement ce rôle-là, malheureusement. Et comme c'est chez eux que ça revient, généralement, eux-mêmes, ils envoient des observateurs pour avoir leur propre opinion sur ce qui se passe par rapport à ces élections. Cela n'a pas été fait, mais il y a eu des fraudes massives. Quand on regarde le rapport de l'Église catholique, le rapport de l'Église catholique est très clair. Le rapport dit qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et l'Église catholique avait eu 2700 observateurs au niveau des bureaux de vote. On peut faire confiance à ce rapport-là. Mais malheureusement, comme on le voit souvent en Afrique, on organise les élections, on fait la fraude au niveau des élections, on met l'opposition dans l'impossibilité de pouvoir démontrer que les fraudes existent, même si tout le monde a mis les yeux sur les fraudes, parce que quand on parle de droit, malheureusement, c'est là où se trouve la nuance. Il ne s'agit pas de dire il y a des fraudes, il faut pouvoir le prouver. Et quand l'État ne fait rien du tout pour créer les bonnes conditions d'organisation d'une élection, prouver cela devient une difficulté, même si tout le monde a vu la fraude au niveau des bureaux de vote. Quelle était la nature du recours déposé par Agathon Rwasa? Est-ce que c'était un recours en annulation pure et simple de la présidentielle ou bien en rectification des résultats? Non, c'était plutôt une rectification. Il n'avait pas demandé qu'on annule les élections de façon générale. Dans le recours, il y avait des reproches sur les procédures en disant que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a empêché à certains de leurs représentants de jouer le rôle
alors que cela fait partie du processus électoral, cela fait partie du scrutin. Il y a eu les bourrages des urnes, comme ils l'ont dit, au niveau de certains endroits. Il y a eu le fait que en termes de procédure, les listes électorales n'ont pas été affichées, etc. Donc il y avait plusieurs choses qui étaient connues. Je ne dis même pas qui pouvaient être constatées, qui étaient connues, mais la Cour n'en a pas tenu compte en considérant que ces éléments n'étaient pas suffisants pour pouvoir, à la limite, regarder le fond. Puisqu'on a dit que c'est de nul et de nul effet, ça veut dire qu'on n'est même pas allé regarder dans le fond. On a considéré que le dossier n'était pas suffisamment consistant. Mais dans le fond, est-ce qu'il n'aurait pas été vraiment impossible de rectifier ces résultats au point de faire d'Agathon Rwasa le vainqueur? L'écart est pharaonique. Bon, en tout cas, l'écart est là, 86% pour Ndayishimiye et pratiquement 24,18% pour Agathon Rwasa. Le problème, c'est quelle est la sincérité de ces chiffres par rapport au bulletin qu'on a mis dans l'urne. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Quand on donne un résultat qu'on ne peut pas certifier, puisqu'il ne faut pas oublier que, comme certains médias le disent, c'était une élection sous blackout total. Il n'y avait pas d'observateurs internationaux. Les observateurs locaux, les mouvements des droits de l'homme et autres ont tous été demandés de ne pas se mêler à ces élections. Dans ces conditions, quelle est la valeur de ce chiffre qui est proclamé? Surtout, quand on compare le chiffre à ce qui s'est passé pendant la campagne électorale, c'est vrai, le parti au pouvoir a mobilisé, mais tout le monde a constaté également que le CNL d'Agathon Rwasa a mobilisé aussi bien en ville que dans les campagnes, où sont passés les votes de toutes ces personnes qui avaient été mobilisées pendant la campagne électorale. Tout le monde se pose la question, mais malgré tout, à 24%, il faut dire quand même qu'il s'est battu et il a obtenu à la limite un résultat qu'on n'attendait pas parce qu'il a complètement éclipsé les autres candidats, parce qu'on finit par oublier qu'il y avait également d'autres candidats sur la liste. Il a vraiment pris à la limite le maximum de ce qu'il pouvait prendre dans une élection qui était jouée d'avance. Alors, Évariste Ndayishimiye est donc le prochain président du Burundi. Il prendra fonction en août prochain. Tout à fait. L'investiture va avoir lieu au mois d'août. Donc, il est clair qu'il y a changement au Burundi, mais comme dit quelqu'un, il y a changement dans le système. Le changement n'est pas sorti du système puisqu'il était le dauphin du président de la République. Ce n'est pas un personnage inconnu. Il a participé à la guerre civile. C'est un véritable produit du CNDD-FDD, comme on appelle leur parti. Il a été le ministre de l'Intérieur. Il a été le chef de cabinet du président de la République. C'est lui d'ailleurs même qui était le secrétaire général du parti au moment où il partait au niveau des élections pour demander le suffrage. Peut-être la lueur d'espoir, c'est ce que certains membres de la société civile et des mouvements de droits de l'homme disent. Il est différent du président. On ne l'a pas vu dans les nombreux dossiers de corruption. Il y a même un qui dit on n'a pas vu des casseroles qu'il traîne. Ils disent également que dans les tueries jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accusation par rapport à sa personne. Il faudrait peut-être prendre ça comme de l'espoir pour que le Burundi sous Ndayishimiye soit quand même différent du Burundi qui a été vécu avec le président Nkurunziza. Mais de là à espérer un virage à 180 degrés, c'est un peu osé. Non, ça peut ne pas être osé, puisqu'on a vu des cas. On a vu la Mauritanie. Le candidat a été le dauphin du président de la République. Quand il est arrivé, il s'est affirmé en faisant changer même des responsabilités. Et il y a eu même des chocs avec l'ancien président. On a vu le cas de l'Angola où non seulement le dauphin est arrivé au pouvoir, il a même poursuivi les enfants de l'ancien président pour corruption. Donc, il vient juste d'arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est peut-être trop tôt pour le savoir, mais on espère que ce préjugé positif que certains Burundais ont par rapport à sa personne va pouvoir au moins apporter quelque chose au Burundi, même si ça ne serait pas un virage à 180 degrés. Alors, de quel pays hérite-t-il? De quel pays hérite-t-il? J'espère que lui-même, il ne va pas aimer répondre à une telle question. Le Burundi fait partie des pays les plus pauvres du monde. On considère que pratiquement 75% de la population vit en dessous de la pauvreté. Beaucoup de Burundais sont à l'étranger.
à cause de la dernière crise liée au fait que le président Nkurunziza a voulu être encore candidat. Il y a eu des morts, il y a eu des déplacés, il y a eu la guerre civile dans ce pays et malheureusement la campagne électorale avait réveillé à nouveau ces appartenances outils et tutsis des populations. Il y a Covid qui est là, même si jusqu'à présent officiellement il parle de 63 cas avec un décès. Les médecins dans l'anonymat disent que les gens meurent de la maladie sans pour autant même avoir été testés. Donc en tout cas, plus les sanctions internationales, parce que le Burundi était sous sanctions internationales. Donc c'est clair que ce qu'il hérite comme pays, ce n'est pas du tout un plateau d'argent qu'on lui a remis. Il hérite de beaucoup de problèmes et il va falloir qu'il s'y mette. Et avec les bouchées doubles, s'il veut en un mandat, puisqu'il a 7 ans déjà pour le premier mandat, faire en sorte que les Burundais sentent qu'il a apporté quelque chose à ce pays. Alors, au regard de la situation économique, enfin, la situation assez délétère du Burundi, faire l'option d'un militaire de carrière comme président, est-ce que c'est celui qu'il faut pour redresser le pays? En fait, généralement, les transitions sont difficiles. Et il faut que les gens acceptent de négocier les transitions. Souvent, on veut sortir du militaire, aller directement à un civil. Souvent, ça a été extrêmement difficile. Généralement, quand on regarde ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains, l'alternance est arrivée avec quelqu'un, un ancien du sérail. J'ai dit un ancien parce que souvent, il a quitté le bateau à un certain moment donné. Il connaît les rouages, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là. Il a déjà une certaine machinerie sur le plan politique. Et souvent, ça permet à l'ancien pouvoir d'être un peu plus tranquille par rapport à son avenir. Généralement, on a peur de celui-là qui revient en disant « Moi, j'ai les mains blanches, je vais tout régler. On va refaire le procès de ce pays-là depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. » D'habitude, on fait tout pour que celui-là, sa candidature même ne passe pas parce qu'il va faire tabula rasa et les gens vont rencontrer des problèmes. Je crois qu'il y a ça qui a joué en sa faveur, en plus du fait que vraiment c'est un homme du sérail. Si le président Nkurunziza veut partir, ou bien s'il veut se mettre à côté, il a besoin de mettre quelqu'un qui puisse le laisser au moins tranquille, parce que Nkurunziza ne peut pas compter sur la communauté internationale. Il a déjà des plaintes contre lui, il y a les sanctions de la communauté internationale. S'il n'est plus président, il ne faut pas être étonné que des gens commencent à déposer des dossiers pour qu'on l'appelle au CPI ou bien ailleurs, parce qu'il était dans la guerre civile. Il est responsable de ce qui s'est passé tout dernièrement avec au moins 1200 morts. Donc, lui, il a besoin de garder ses arrières. Il ne pouvait pas accepter qu'on mette là-bas quelqu'un d'autre. Et celui-là était vraiment son proche, son chef de cabinet. Ce n'est pas n'importe qui qu'il avait choisi comme chef de cabinet. Mais c'est un général et ça montre que l'armée n'est pas très loin non plus. Mais bien sûr, quand l'armée est au pouvoir quelque part, même quand on a quelqu'un qui n'est pas de l'armée, souvent c'est le candidat de l'armée, comme ce qui s'est fait en Algérie pendant plusieurs générations. À défaut de mettre l'armée même au pouvoir, on a toujours eu ce qu'on appelle le candidat de l'armée. Et après, bon, l'armée a son système également pour reprendre le pouvoir. Ils prennent le ministère de la Défense. Et comme ça s'est vu en Algérie, vous voyez un ministre de la Défense dont la parole pèse plus lourd que la parole du président par intérim à l'époque, ou la parole du président de la République quand il n'avait pas encore démissionné. Donc les militaires également savent, quand ils en arrivent à un point où ils ne peuvent plus être au devant de la scène, on oublie qu'un militaire, c'est la stratégie. Ils mettent en place des stratégies pour prendre du recul, mettre le pouvoir entre d'autres mains, du moins visiblement, mais dans la réalité, garder toujours les rênes du pouvoir. Et au Burundi, puisque le pays a connu ces guerres et autres, on n'est pas encore loin de cet aspect militaire-là. Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi en tant que militaire, en tant que vétéran également, parce que quand les gens disaient la légitimité historique, il y a le fait qu'il ait participé à la guerre civile au niveau du Burundi. Alors, dernière question, Mamadou Diouf, peut-on affirmer que les Burundais ont tourné la page Nkurunziza? C'est très tôt pour le dire. Officiellement, la page est tournée puisqu'il y a un autre président et ce n'est pas lui-même. Mais n'oublions pas qu'avant de partir, il s'était fait tailler un gâteau extrêmement important sur le plan financier en termes de construction de maisons, mais il s'est garanti également une possibilité d'intervention
au niveau du pays, parce qu'il est une sorte de guide, j'allais dire éclairé, qui doit pouvoir se prononcer sur un certain nombre de questions. Et il y aura même une journée où, à la limite, la journée lui est consacrée pour que lui, il pose les problèmes de l'unité nationale, etc. Donc, il est parti, c'est vrai, mais il n'est pas très loin. Il y a ça également qui est là. On verra maintenant quel sera son comportement par rapport au président actuel pour pouvoir affirmer qu'il est véritablement parti et qu'il y aura un Burundi sans Nkurunziza. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons à la pause et juste après, c'est l'invité sport.